Donc rebonsoir à tout le monde. Alors moi je vais vous parler alors ce que je vais vous présenter déjà c'est pourquoi on parle de RxJava. C'est un petit peu à la mode ces derniers temps, mais à quoi ça sert, c'est dans quel cas on peut rendre un petit peu les classes, les méthodes de base qui permettent de s'en servir. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se demander ce que c'est qu'RxJava. Alors, et donc voilà, qui attend qu'il se passe quelque chose pour après débloquer, avancer. Et ça, vous êtes d'accord que bon, on va pas faire ça. Hein. Mais c'était un petit peu mon premier contact avec la programmation asynchrone, avec le fait de devoir gérer des choses comme ça qui se passaient, sur lesquelles j'avais pas la main, de me dire ben, je veux attendre qu'il se passe tel événement pour pouvoir déclencher un traitement, pour pouvoir faire une certaine opération. Et donc heureusement aujourd'hui quand même j'ai fait quelques progrès, je sais faire ça un petit peu plus proprement qu'avec ce genre de code-là. J'espère que la plupart d'entre vous aussi. Mais on va essayer de trouver de voir qu'avec RxJava, ben justement on va pouvoir faire des choses un peu plus, quand même beaucoup plus élaborées. Mais du coup là je vous parle dans le contexte Android. Dans le contexte Android, pourquoi est-ce qu'on a besoin déjà de toucher à de l'asynchrone? Ben, tout simplement parce qu'on est dans un contexte où beaucoup de choses sont asynchrones. Lorsque vous programmez une application pour un téléphone, une tablette, ou même si vous voulez aller faire d'autres choses, hein, du Android, tout ce qui est Android Auto, télé, etc. Asynchrone, ben, ça peut être déjà à cause de nos entrées sur lesquelles on n'a pas la main. Donc notamment, ça peut être l'utilisateur qui clique sur un bouton, l'utilisateur qui tape quelque chose au clavier, qui effectue certains mouvements avec son téléphone. Ça peut être aussi parce que vous faites des appels réseau, donc là, entre les entrées et les sorties, vous n'avez pas la main sur quand est-ce que le serveur vous répond, la vitesse à laquelle le réseau va. Donc là-dessus, à chaque fois, vous êtes un petit peu à la merci de la vitesse à laquelle les données vont arriver, que ce soit réseau, ça peut être aussi des accès au disque, une base de données, etc. Ça peut être aussi lorsque vous essayez d'utiliser les capteurs du téléphone. Pour la géologue, par exemple, vous avez les coordonnées GPS qui arrivent au fur et à mesure que l'utilisateur se balade avec son téléphone. Vous avez l'utilisateur qui veut prendre une photo, l'utilisateur vous voulez mesurer justement les mouvements du téléphone grâce au capteur d'accélération. Tout ça, c'est des choses qui arrivent sans que vous sachiez exactement quand la donnée va être présente. Après, vous avez aussi tout ce qui est notification, etc. Vous pouvez avoir des calculs un peu longs à faire, comme Quentin le citait. Si vous voulez traiter une image et que ça vous prend un petit peu de temps à faire, ben, ça va être une contrainte. Pourquoi c'est une contrainte? Parce que sur Android, vous avez plusieurs threads qui peuvent tourner dans une application, mais il y en a un en particulier qui est important, c'est le thread principal, le main thread en anglais, qui lui est chargé de rafraîchir l'affichage de votre application, du téléphone, et ce thread-là, ben, en gros, il passe 60 fois par seconde, il faut qu'il redessine ce qui est affiché à l'écran. 60 fois par seconde, ça fait que vous avez 16 millisecondes pour calculer ce qui va être affiché, et ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour faire un gros calcul. Donc comme l'a montré Quentin, sinon vous vous retrouvez avec un peu cette pop-up là affreuse, l'application ne répond pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez la killer? Et donc on est obligé d'éviter de bloquer ce thread là pendant plus d'un créneau qui est quand même très court. Et dès que vous avez des appels réseau à faire, des entrées-sorties, lorsque vous attendez quelque chose de la part de l'utilisateur, si vous restez sur le thread principal, vous allez tout bloquer et votre application, aucun utilisateur va vouloir l'utiliser. Devoir déporter ça ailleurs.
soit avec du calcul parallèle avec RenderScript, soit avec une des options qui existent sur Android. Donc là, les options, on a quand même pas mal de choix aujourd'hui. Si vous êtes très old school, vous voulez vous amuser à créer vos threads à la main et puis après faire vos wait et join et tout ça, comme on vous apprend quand vous découvrez Java au tout début, libre à vous, je vous le déconseille parce que c'est quand même une sacrée galère de gérer tout ça et on a quand même des choses beaucoup plus élaborées aujourd'hui. Alors, un truc que la plupart des gens ont dû utiliser pour ceux qui ont fait de l'Android, c'est les async tasks. Ça, c'est une petite classe utilitaire qui était très, très pratique. Pour, lorsque vous avez un calcul un peu long et que vous voulez le sortir du thread principal pour revenir dessus ensuite. Donc vous avez juste à implémenter une méthode ou deux dedans pour dire qu'est-ce que je fais en tâche de fond, et puis qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini mon traitement, que je reviens sur mon thread principal, notamment pour mettre à jour mon interface graphique. Le problème avec ça, c'est que souvent on avait tendance, c'était tellement pratique qu'on a instancié comme ça une classe anonyme, et puis au passage, on ne faisait pas forcément attention qu'on avait créé un lien vers l'activité dans laquelle on est. Et puis l'utilisateur tourne le téléphone et là notre tâche elle tourne toujours derrière et puis elle retient aussi l'activité précédente qui ne peut pas être détruite. Donc c'était facile de faire des fuites mémoire avec des async tasks si vous n'avez pas pris toutes les précautions qu'il fallait. Après vous avez aussi tout ce qui est service sur Android, alors là les bound services, tout ce qui est les broadcast receivers, toutes ces classes qui ont plus ou moins le nom service dedans, en tout cas d'Android, permettent de faire certaines choses. Mais généralement, c'est souvent adapté si vous voulez avoir vraiment une tâche qui tourne en fond. Par exemple, un player qui va vous jouer de la musique, c'est pas forcément lié à ce qui se passe à l'écran, mais là, vous voulez que la tâche continue à être active. Là, un service s'est adapté pour ça. Mais si vous voulez juste faire un traitement et puis revenir sur votre thread principal, c'est pas forcément le genre de truc le plus approprié. Après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser souvent des callbacks. Par exemple, les librairies comme OkHttp, elles permettent de faire des appels soit bloquants, soit non bloquants. Et si vous choisissez les options non bloquantes, ça veut dire que lui, il va les faire sur des threads à côté. Mais du coup, vous êtes obligé de lui donner un callback pour savoir quand le traitement est fini, pour récupérer le résultat après coup et puis l'utiliser. Vous avez aussi l'option d'utiliser des bus d'événements. Donc, il y a Auto, il y a EventBus, il y a un certain nombre de libres qui existent comme ça. Là, le souci avec ça, souvent, c'est que vous vous retrouvez avec des paquets de données qui circulent un petit peu dans tous les sens, et puis vous y perdez un petit peu de savoir qui c'est qui a envoyé la donnée, qui c'est qui la récupère derrière. Quand vous faites tourner votre application, vous voyez des effets de bord un peu bizarres, vous dites mais qui c'est qui a récupéré là, le truc entre temps, est-ce que le paquet n'est pas passé deux fois, est-ce qu'il n'y en a pas deux qui l'ont récupéré? À débugger, ça peut être assez galère, et alors à tester, j'avoue, si vous programmez bien, vous faites bien vos tests U comme il faut, les bus d'événements, c'est pas forcément le plus pratique à tester non plus. Pour ceux qui sont fans de Kotlin, qui s'y sont mis, vous avez peut-être entendu parler des coroutines. Ça, j'avoue que c'est vraiment pas mal. Ça vous permet d'écrire du code asynchrone qui va changer de thread, mais d'une manière presque synchrone, impérative. Vous codez votre fonction, puis à un moment, vous dites bascule, ça tu me le fais, en fond, puis ça revient. On revient à des trucs presque, voire même encore plus simples que les async tasks. Il faut avoir jeté un coup d'œil. Et sinon, la dernière option, celle que je vais vous présenter plus en détail ce soir, c'est RxJava. Alors, c'est quoi les avantages de RxJava par rapport à toutes ces solutions que je vous ai énoncées? Déjà, c'est que ça va permettre de faire du code assez lisible. Notamment pour tout ce qui est la gestion de threads, de basculer d'un thread sur un autre, utiliser un certain pool de threads pour exécuter vos opérations, tout ça. Lorsque vous jonglez, par exemple, avec vos async tasks, voilà, vous avez vos deux méthodes. Puis si vous voulez basculer plusieurs fois, vous commencez à enchaîner des trucs les uns dans les autres, c'est plus toujours très lisible. Là, on va voir qu'avec RxJava, vous avez des opérateurs très simples pour par exemple, vous faites un appel réseau, puis en fonction du résultat de celui-là, vous devez en faire un second, voire même un troisième. Et si vous jonglez avec des callbacks, vous avez un callback qui fait notre appel avec un autre callback dedans, et puis un autre appel, ainsi de suite. Et là, vous tombiez dans le callback hell, vous aviez les uns imbriqués les uns dans les autres, et puis du coup, ça devenait illisible.
Et alors, si vous essayez de bien séparer votre code pour chacun des différents appels, du coup, vous perdiez dans quel sens ça s'enchaîne, lequel appelle lequel, etc. Et un autre avantage aussi d'RX, c'est que ça va vous permettre de facilement faire de la composition entre vos différentes opérations. Donc non seulement gérer vos threads, mais en même temps aussi appliquer des opérations particulières sur toutes les données que vous manipulez. Et puis transformer aussi ces différentes données. Donc maintenant, comment on fait ça? Pour faire du RX, vous allez avoir besoin de trois gros types d'objets à manipuler. Le premier, le plus important, c'est un observable. Ensuite, le deuxième, donc les trois sont en haut, ça va être un observeur qui va regarder ce que fait cet observable. Et entre les deux, vous allez pouvoir caser des opérateurs. Alors un observable, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de deux patterns qui sont assez connus. C'est d'un côté le pattern observer, où en gros vous aviez un objet dont la valeur, l'état peut changer, et les objets qui sont intéressés par son état peuvent s'y abonner, et sont notifiés lorsque sa valeur change. Et l'autre pattern avec lequel il est combiné, c'est le pattern itérable. Celui-là, vous le connaissez bien, en général, c'est celui qu'on a pour les listes, même pour les tableaux, ça marche en Java. C'est en gros un objet qui dit, j'ai un certain nombre de valeurs à l'intérieur, il vous permet d'aller séquentiellement d'une valeur à la suivante, et puis il vous signale quand vous arrivez au bout de votre séquence. Et un observable au sens RX, ça combine un petit peu les deux, parce que ça vous fait quelque chose qui ressemble à un itérable, c'est-à-dire un ensemble de valeurs les unes après les autres, mais de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'au lieu de demander ces valeurs les unes après les autres, c'est lui qui va vous signaler, qui va vous envoyer les valeurs les unes après les autres. Donc on a retourné un petit peu là, la dépendance, le flux pour les données. Donc là, pour pouvoir être notifié de ces différentes valeurs, il va falloir qu'un observeur s'abonne auprès de cet observable. Et donc il va dire, voilà, moi je suis intéressé par les données que tu contiens ou que tu vas calculer ou que tu vas recevoir peut-être dans le futur. Donc envoie-moi au fur et à mesure que tu les as, chacune de ces données. Un observable, du coup, ça va vous déclencher trois types d'événements. Donc lorsqu'on utilise un itérable, donc la version synchrone, vous aviez trois opérations principales que vous pouviez faire dessus. Un asNext qui vous dit s'il y a une nouvelle valeur dedans, dans votre séquence. Un next qui du coup permet de sortir la valeur suivante. Et puis vous aviez aussi le déclenchement d'exception. S'il y a une erreur dans votre traitement, là, dans votre itérable, ça vous balance une exception. Ça, c'est transformé en trois types d'événements dans un observable. Le premier, c'est un événement next. Globalement, ça envoie une nouvelle donnée régulièrement. Enfin, régulièrement, ça peut se faire dans le temps espacé, mais ça peut être aussi des envois très rapprochés, enfin, qui balancent tout d'un coup, quoi. L'intérêt, c'est que votre observeur, lui, va recevoir ça comme des événements différents auxquels il va pouvoir réagir. Ensuite, on a un événement complete qui correspond en gros, lorsque vous faisiez un asNext sur votre itérable qui vous renvoyait false, il n'y a plus rien dans la liste, c'est l'événement complete. On vous dit, je suis arrivé au bout de mon flux, le flux se termine, il ne se passera plus rien après ça. Et le troisième événement que vous pouvez avoir, c'est un événement error qui correspond globalement à votre exception. Là, l'exception, elle est plus synchrone. Votre observable, il peut tourner dans un thread en background, donc vous voulez être aussi notifié s'il y a une erreur dans ce traitement. Vous avez un événement qui sera dédié exprès à ça pour vous signaler qu'une erreur s'est produite. Donc il y a aussi trois observables qui sont intéressants à connaître, qui sont des cas particuliers de celui-là. Ce sont des observables qui ne renvoient qu'une seule chose, du moins qu'un seul événement. Et ceux-là sont souvent pratiques parce que lorsque vous faites par exemple des appels réseau, vous avez besoin du côté asynchrone, mais en même temps vous n'avez pas besoin d'avoir toute une séquence. Vous faites un appel et puis vous voulez la réponse du serveur. Donc finalement toute la mécanique qu'il y a dans l'observable là qui est très, très générique, c'est peut-être un petit peu trop par rapport à ce que vous avez besoin. Donc vous avez trois types là particuliers qui peuvent vous faciliter la vie. Le premier c'est single. En gros c'est un observable qui renverra qu'une seule valeur. Donc en gros, à partir du moment où vous avez reçu la première valeur, vous savez que le flux est terminé. Et donc finalement, ce type-là, il fusionne un peu l'événement complete et l'événement next en un seul. D'ailleurs, il a été renommé en success pour dire que voilà, j'ai une valeur et puis après ça, il ne se passe plus rien. Bon, vous avez aussi la possibilité
qu'il y ait une exception. Donc forcément, vous avez toujours l'événement error qui est possible. Après, vous avez aussi ce qui s'appelle des complétables. Ça, c'est un observable qui ne renverra aucune valeur. Alors ça peut sembler bizarre, mais en fait, le truc, c'est que parfois, quand vous lancez un traitement, vous n'avez pas besoin d'un résultat derrière. Tout ce que vous avez besoin, c'est de savoir que le traitement s'est terminé et qu'il n'y a pas eu d'erreur dedans. Et bien, c'est ce que vous fait le complétable. En fait, il renverra que l'événement complete pour dire, ben voilà, ça y est, c'est terminé, le traitement c'est fini, il n'y a plus besoin d'attendre. Ou éventuellement, il peut vous balancer l'exception s'il y en a une. Et le dernier, il est un peu plus exotique, c'est le maybe, c'est il y aura peut-être une valeur ou peut-être pas. Il ne sait pas se décider à l'avance, mais il renverra forcément qu'un seul événement en fait. Soit vous avez une valeur qui arrive, un événement next, et donc là le flux se termine à ce moment-là. En gros, ben, c'est un peu comme le single, hein, on fusionne l'événement next et le complete, là il n'y en aura qu'un seul, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas la possibilité de renvoyer d'autres valeurs après. Soit ça se termine sans avoir produit la même valeur, et donc là vous avez l'événement complete qui arrive et qui termine le flux aussi. Ou alors troisième cas, ben, il y a eu une exception, et donc là vous avez le cas d'erreur. Mais forcément, vous n'aurez qu'un seul événement qui va se produire. Soit une donnée, soit la fin du flux sans donnée, soit l'exception. À quoi ça sert ça? Ben, moi ça m'a servi à un moment où j'avais envie de permettre à l'utilisateur de sélectionner quelque chose dans une liste, où il changeait d'écran. Et sauf qu'il y a des fois où l'utilisateur ben, finalement changeait d'avis entre temps, il sélectionnait rien dans sa liste, il faisait annuler. Et dans ce cas-là, il fallait que je signale quand même à mon observeur que c'était plus la peine qu'il continue à attendre parce que l'utilisateur lui enverrait jamais de valeur derrière. Et ben dans ce cas-là, je pouvais simplement terminer mon flux, envoyer l'événement complete sans avoir posté jamais la moindre valeur à l'intérieur. Par contre, si l'utilisateur choisissait quelque chose, ben là il y avait bien le next qui du coup était renommé en success pour dire ben, voilà le bloc de données que tu as à traiter et puis le flux se termine derrière, il n'y a plus rien. Donc ça c'était le premier des 3 O de RX, les observables. Maintenant l'observeur. Ben, l'observeur, il y a un peu moins de choses à dire dessus parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se contente de recevoir ces événements et de les traiter. Après, vous pouvez leur faire ce que vous voulez. Mais globalement, lui, tout ce qu'il va devoir faire, c'est être capable de gérer nos trois types d'événements. Donc en gros, il va devoir proposer les callbacks qui permettent de répondre à un événement next, de répondre à un événement error, de répondre à un événement complete. Et donc, lui, il fournit ses callbacks à l'observable et après, ben, il laisse faire. C'est l'observable lui-même qui va se débrouiller pour les appeler lorsqu'il en aura besoin, lorsque les données vont se présenter ou que les erreurs vont se produire. Enfin, les erreurs, non. En fait, il n'y en aura forcément qu'une seule parce que lorsque vous avez un événement error, ça termine le flux de la même manière qu'un événement complete, quoi. Donc, il n'y a que les événements next que vous pouvez avoir dupliqués un certain nombre de fois. Et ensuite, le troisième grand O, c'est les opérateurs. Mais qu'est-ce que ça vous permet de faire, les opérateurs? Ben, ça vous permet d'avoir une approche de manipulation de votre flux qui va être plutôt fonctionnelle. Et si vous voulez faire des traitements en parallèle, ça peut être très pratique, notamment parce que vous pouvez simplement lui fournir des fonctions de traitement, et puis en fonction du bloc de données qui arrive, hop, la fonction est appliquée dessus, vous en ressortez quelque chose derrière. Et en plus, un gros avantage des opérateurs en RX, c'est qu'il en existe un nombre énorme. Il y en a des dizaines, si ce n'est pas centaines. Enfin, en tout cas, si vous ouvrez la page sur ReactiveX, la page liste des opérateurs, vous allez voir qu'il y a un truc où il faut scroller pas mal pour faire défiler tout ce qui existe dedans. Et ben, ça permet de faire... Il y a plusieurs catégories d'opérations que vous pouvez faire avec, notamment ben, déjà créer un observable, c'est avec un opérateur qu'on fait ça. Vous pouvez transformer vos données, donc par exemple convertir un objet d'un type dans un autre, des choses comme ça. Vous pouvez combiner aussi différents flux. Donc là, un observable, ça représente un flux, mais si vous en avez plusieurs sous la main et que vous voulez en plus les synchroniser entre eux ou faire des opérations qui piochent un petit peu dans les deux, qui alternent entre l'un et l'autre, etc. Enfin, quelque chose qui combine un petit peu tout ça de manière asynchrone, mais vous avez des opérateurs dédiés à ça. Ensuite, vous avez aussi des opérateurs qui vous permettront de réagir au cas d'erreur. Vous avez des opérateurs qui permettent de faire des opérations mathématiques. Vous avez toute une flopée d'opérateurs qui existent et je ne vais pas tous vous les présenter ce soir, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Même les catégories, là, j'ai fait qu'un tout petit sous-ensemble de tout ce qui existe. Mais avec tout ça, vous avez déjà une trousse à outils qui est très, très large pour traiter un très très grand nombre de cas différents.
Donc avant de voir un petit peu dans le code comment ça se passe, il y a une petite dernière notion qui peut être qui est intéressante aussi à connaître, c'est la différence entre ce qu'on appelle un observable chaud et un observable froid. Ben, la différence entre les deux, c'est qu'un observable froid, lui, il est lazy et il va pas démarrer tant qu'il n'a pas d'observeur derrière. Autrement dit, vous allez pouvoir instancier votre observable, le transformer en appliquant toutes sortes d'opérateurs dessus, mais tant que vous n'y êtes pas abonné, il ne se passe rien. Il ne commence pas les traitements, il ne commence pas à attendre quoi que ce soit. Il prépare juste le terrain pour ensuite, après, exécuter ce que vous avez besoin au moment. Et puis, du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un observeur, chaque observeur pourra avoir sa propre instance ou son propre flux associé. Parce que comme l'observeur va déclencher le démarrage du flux, il aura une instance qui lui sera dédiée pour lui. Si vous avez plusieurs observeurs qui veulent s'abonner à cet observable-là, chacun recevra son flux spécifique et ils ne le partageront pas entre eux. À la différence, vous pouvez avoir un observable chaud, où là, l'observable, en gros, il est un peu indépendant de ses observeurs. En gros, lui, il balance des données, et puis il ne se préoccupe pas de savoir s'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ou pas derrière. Donc, en même temps, tous les observeurs qui s'y abonnent, finalement, eux reçoivent la même chose, vu qu'il n'est pas capable de les différencier. Et pour vous illustrer un petit peu la différence entre les deux, c'est un peu la même différence que vous auriez entre, par exemple, regarder un programme à la télé en direct le soir, ou le regarder en replay sur le site de la chaîne en question. Quand vous regardez en direct, vous êtes sur un observable chaud. Si vous n'êtes pas là dès le début de votre programme, de votre série ou de l'émission que vous voulez regarder, vous ratez le début. Et puis à partir du moment où vous arrivez, là, vous voyez la vidéo en même temps que toutes les autres personnes qui sont plantées devant leur poste de télé. Si vous partez avant la fin, il vous manque la fin, pareil. En gros, vous êtes capable de suivre que quand vous êtes vraiment là devant la télé et la station qui émet la vidéo, elle ne se préoccupe pas de savoir si tous les gens qui voulaient regarder le film se sont bien installés devant leur télé ou pas pour commencer le film. Le film, il commence à une heure donnée, il se termine quand on arrive au bout, et c'est pareil pour tout le monde. Le replay, sur le site web de la chaîne, en fait, là c'est l'inverse, c'est chacun qui a le contrôle de quand est-ce qu'il va regarder la vidéo. Hop, je me connecte sur le site, j'appuie sur le bouton play, la vidéo démarre, mais que pour moi. Tous les autres personnes qui veulent aller regarder sur le replay, ça ne démarre pas sur leur PC en même temps parce que moi j'ai cliqué sur play. C'est chacun a son propre flux et peut suivre au moment où il veut. S'il veut, il peut même aller limite mettre en pause pendant un moment et puis recommencer plus tard. Et voilà, là, avec les observables, vous allez pouvoir faire la même chose, suivant si vous avez un observable froid ou chaud. Vous allez pouvoir soit avoir chacun qui a son propre flux, il le gère comme il veut, soit tout le monde s'abonne à la même chose. Et vous avez même des opérateurs qui vont vous permettre aussi de basculer d'un monde vers l'autre. Donc ça, c'était un petit peu tous les aspects théoriques de à quoi ça sert les observables. Donc maintenant, on va essayer de regarder un petit peu au niveau du code, parce qu'en général, je sais que les développeurs qui viennent au GDG, ils aiment bien savoir comment je l'applique maintenant, qu'est-ce que je dois écrire derrière comme code pour pouvoir utiliser tout ça. Déjà, on va commencer par créer un observable. Pour créer un observable, c'est tout simple. Vous avez des méthodes statiques, notamment sur l'objet observable, qui vous permet d'instancier votre observable de différentes façons. Et notamment, il y a plein de cas tout simples qui sont déjà traités pour vous. Notamment, si vous avez un observable qui renvoie qu'une seule valeur. Vous avez une méthode qui s'appelle just. Vous faites observable.just de votre valeur. Et ça y est, vous avez créé un observable qui va renvoyer cette valeur, qui va faire complete derrière. Et puis, normalement, vous n'avez pas d'erreur. Si vous avez déjà la valeur à l'avance, il y a peu de chances que ça déclenche une exception. Mais sait-on jamais. Si vous avez plusieurs valeurs à mettre dedans, vous avez une autre méthode, fromArray, à laquelle vous donnez votre tableau, et puis lui, il va vous rebalancer, prendre tous les éléments qu'il y a dans le tableau, un par un, et balancer des événements next pour chacun de ces éléments-là. De la même manière qu'un tableau, vous avez from itérable qui peut partir là d'une collection, par exemple. Mais c'est toujours le même principe, hein, ça prend chacun des éléments qui sont dedans, et puis ça balance un événement next pour chacun, un événement complete à la fin. Voilà. Une autre méthode qui peut être très pratique, là c'est from callable. Donc là vous lui donnez carrément une méthode à exécuter pour générer la valeur que vous voulez envoyer. Ça c'est utile dans le cas où vous n'avez pas déjà vos valeurs
présente dès le début. Parce que là, le just, le from array, vous avez déjà vos valeurs sous le coude et vous voulez juste les transformer en observables pour les faire passer après dans vos opérateurs ou dans toutes sortes d'autres flux. Mais si vous n'avez pas encore la valeur sous la main, mais que vous savez qu'il y a un certain calcul à effectuer pour la calculer, ben vous pouvez le faire avec ça, avec from callable, donner directement la méthode à exécuter, et lui se chargera d'exécuter le code au moment où il va avoir un observeur qui va s'y abonner. S'il y a une exception qui est déclenchée, ben il la catchera et il l'enverra dans un événement on error, et puis une fois qu'il a terminé d'exécuter la méthode, ben il envoie aussi l'événement complete. Et après, si vous voulez avoir encore plus la main sur la façon de créer votre observable, sur ce qui se passe à l'intérieur, ben là vous avez une autre méthode qui est encore plus bas niveau, j'ai envie de dire, qui s'appelle le create, où là, vous allez vraiment avoir la main sur tout ce qui se passe dans votre observable, et c'est vous qui allez déclencher à la main chacun des événements. Vous allez pouvoir, vous allez avoir ce qui s'appelle un émetteur. En gros, c'est une classe sur laquelle vous allez déclencher vos événements. Vous allez balancer des next quand vous voulez pour que les observeurs les reçoivent. Quand vous n'avez plus rien à faire, vous balancez un complete. Si vous avez une exception au milieu de votre traitement, ben, vous la catchez et vous balancez un événement on error. Mais là, c'est vous qui avez la main sur tout ce qui se passe dans votre observable. Donc, pour illustrer, ben, là, je vous ai mis un petit bout de code qui fait l'équivalent de ce que je vous ai décrit pour le from callable. En gros, mon create, il prend. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ça, c'est pas du Java, c'est du Kotlin, parce que depuis quelques temps, je fais quasiment plus que ça. Donc maintenant, moi, je préfère utiliser ça, et notamment là, parce que ça me permet de mettre des lambdas. Comme j'ai pas droit de faire... Enfin, jusqu'aux dernières versions d'Android, j'avais pas droit d'utiliser du Java 8 sur mon appli, ben, j'ai préféré passer à Kotlin pour pouvoir faire des lambdas. Et ici, vous voyez que j'ai une fonction à exécuter qui va faire quelque chose, là, le do something. Ça envoie le résultat dans un événement next, ça envoie le complete derrière, et s'il y a une exception, ça l'envoie dans un on error. Ça, c'est quelques lignes de code, en fait, c'est exactement ce qui est fait dans la méthode from callable. Donc en fait, j'aurais pu le résumer à cette dernière ligne, là, en mettant ma méthode en argument. Mais au moins, ça vous montre un petit peu comment on manipule cet objet-là, si vous voulez vraiment avoir la main dessus pour créer votre observable, choisir quand est-ce que vous envoyez des infos, quand est-ce que vous terminez le flux, etc. Maintenant, l'événement important dans la vie de l'observable, en particulier un observable froid, c'est quand un observeur s'y abonne. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'y abonner? Ben, pour ça, vous avez une méthode toute simple qui s'appelle subscribe, qui vous permet de faire ça. Subscribe, elle va permettre de dire, ben voilà, j'ai un nouvel observeur qui veut s'abonner, qui veut recevoir les événements. Et cette méthode, vous allez devoir lui passer des arguments. Alors vous avez plusieurs plusieurs surcharges de cette méthode qui existent. Vous en avez une à laquelle vous donnez directement un objet observer, donc un objet qui a ces trois méthodes, next, error, complete. Et vous avez aussi une version qui a découpé les trois types d'événements, et en fait vous lui donnez trois callbacks à appeler. Et notamment, quand on utilise du Kotlin ou du Java 8, vous pouvez lui donner des lambdas pour chacun de ces événements-là. Ça vous évite d'avoir à déclarer un observeur qui fait tout à la fois. Là, vous pouvez tout simplement référencer une méthode d'un objet que vous avez déjà sous la main. Hop, quand il y a du next, vous appelez cette méthode-là déjà existante. Quand il y a du complete, vous pouvez libérer certaines ressources, par exemple. Quand vous avez un error, vous envoyez une pop-up qui va afficher à l'utilisateur qu'il y a une erreur, ce genre de choses-là. Et donc, en gros, quand vous codez, soit vous mettez le subscribe avec votre objet tout prêt qui traite les trois événements, soit vous lui donnez vos trois lambdas. Alors vous n'êtes pas obligé de lui donner les trois lambdas en fait. Vous avez plusieurs versions du subscribe aussi qui prennent, il y en a une première qui prend qu'une seule lambda et lui il traite que les événements next. Vous en avez une où vous pouvez donner 2 événements ou 3 événements et en gros le problème c'est que suivant si vous en mettez 1, 2 ou 3, il y a certains de ces événements que vous n'allez pas traiter. Et là où ça devient gênant, c'est si vous n'avez pas donné de méthode pour traiter certains événements et que l'événement se produit quand même, là, Rx va râler. Parce que typiquement, si vous lui avez donné juste une méthode pour les next ou les complete et que vous avez une exception qui se produit, derrière, vous allez voir dans une petite stack trace qui va s'afficher dans votre console, là, un undeliverable exception, parce qu'en gros, il a une exception, il avait un événement error à traiter, et il a trouvé
personne derrière pour s'en charger. Donc si vous avez un observable où vous savez qu'il n'y a pas d'erreur parce que c'était juste un just ou un from array au départ, vous pouvez vous affranchir de mettre le code peut-être qui traite les exceptions, mais dans la pratique, c'est pas forcément une très bonne idée, quoi, parce que votre observable, si vous ne maîtrisez pas tout de bout en bout, il vaut mieux être prêt à traiter chacun des cas qui peuvent se produire. Et puis, comme on le disait, du coup, comme votre observable froid, il démarre lorsque quelqu'un s'abonne, c'est cette méthode-là, subscribe, qui a la main pour déclencher l'exécution de votre observable. En gros, tant que vous avez commencé à initialiser votre observable, que vous avez appliqué des opérateurs dessus et que vous n'avez pas fait subscribe, il ne se passera rien. L'observeur ne recevra rien. De toute façon, il n'est toujours pas abonné. À partir du moment où il y en a un qui fait un subscribe, hop, ça démarre. Et s'il y en a un autre qui fait un subscribe sur le même observable, il redémarre une deuxième fois pour cet autre observeur. Ensuite, si on s'y abonne, on a aussi la possibilité de se désabonner, logiquement. Si vous n'avez plus besoin du flux, il va falloir le libérer. Et donc, lorsque vous faites le subscribe, ça vous renvoie un objet disposable. Alors, ceux qui ont fait du RxJava 1, je crois que ça s'appelait subscription en RxJava 1. En RxJava 2, ils ont renommé ça en disposable. Et disposable, c'est une classe qui n'a qu'une seule méthode, c'est dispose. Et ça sert à quoi? Ça sert à signaler que vous n'avez plus besoin de cet observable-là. Et puis surtout, si votre observable il est bien codé et qui faisait appel à un certain nombre de ressources, vous allez pouvoir libérer ces ressources. Par exemple, si votre observable il faisait un appel réseau et que l'utilisateur, au bout d'un moment, il change d'avis, il annule, il revient en arrière, vous n'allez pas laisser continuer la requête comme ça sur le réseau pour rien. Vous allez pouvoir faire un dispose dessus et là, notre observable, s'il est bien codé, il va aller annuler l'appel réseau qui a été lancé. Et puis du coup, ça vous évite de charger la mémoire avec des trucs qui ne servent plus à rien parce que l'utilisateur n'en a plus besoin. Si vous laissez votre observable se dérouler jusqu'au bout, jusqu'à un complete ou un error, là, comme l'observable se termine, de toute façon, le désabonnement il est automatique, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Là où vous allez avoir besoin de vous en préoccuper, c'est si vous abandonnez l'observation en cours de route alors que l'observable n'a pas fini. Parce que là, sinon, vous allez avoir votre thread peut-être potentiellement qui va continuer à tourner en tâche de fond. Alors si c'est un thread en plus qui faisait du calcul, vous allez charger le CPU pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Si c'est un appel réseau, vous allez peut-être monopoliser un thread ou plusieurs de votre libre réseau. Ça peut être gênant, donc il vaut mieux prendre la peine de bien permettre d'annuler votre observable en cours de route. Donc en gros, là, à coder, c'est tout simple aussi. Lorsque vous faites le subscribe, vous récupérez l'objet qui est renvoyé, et lorsque vous n'en avez plus besoin, que vous voulez annuler, vous appelez dispose sur cet objet que vous avez récupéré. Maintenant, j'ai dit au début que Rx était très pratique pour gérer justement les changements de thread. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez deux opérateurs particuliers qui permettent de gérer cette synchronisation. Et ça, c'est en particulier pratique lorsque vous faites de l'Android parce que, comme je l'ai dit au début, vous avez ce thread principal sur lequel vous avez souvent des choses à faire pour mettre à jour votre affichage, mais en même temps, tout ce qui est asynchrone, vous n'avez surtout pas envie que ça bloque ce thread-là. Donc en gros, vous avez envie que votre observable fasse quelque chose en tâche de fond, soit qu'il attende des entrées-sorties au niveau réseau, soit qu'il exécute un calcul, soit qui se mettent simplement à attendre que l'utilisateur ait cliqué ou saisi une certaine valeur. Et ça, vous ne voulez surtout pas que ça se fasse sur le thread principal. Par contre, une fois que vous avez des événements qui arrivent, là, vous allez vouloir mettre à jour votre interface en fonction de ça, et là, vous allez devoir repasser sur ce thread-là. Donc en gros, vous avez besoin de cet aiguillage pour permettre de sortir du thread et d'y revenir. Et c'est deux opérateurs qui vous permettent de faire ça. Le premier, c'est subscribe on. Donc là, vous lui dites, je m'abonne. Donc tu démarres ton traitement, tu démarres ton attente, ce que tu es censé faire, mais tu me le fais sur tel thread ou pool de thread. Parce qu'en gros, subscribe on, vous allez lui passer en argument soit un thread unique, soit un pool de threads particuliers. Et en plus, RxJava vous propose déjà des pools catégorisés pour certains types de traitements. Donc dans la classe Schedulers, vous allez pouvoir trouver schedulers.io qui
qui vous fournit un pool de threads qui est adapté à tout ce qui est entrée-sortie. Donc globalement, en gros, c'est des threads qui font pas trop de traitement CPU, mais qui sont plutôt en général dans l'attente, qui attendent de recevoir des données sur le réseau ou depuis le disque ou des choses comme ça. Donc c'est des threads pas très actifs, mais qui sont souvent en pause, quoi. Vous avez un autre pool de threads qui s'appelle Computation, où là c'est un peu l'inverse. C'est des threads qui sont dédiés vraiment à du calcul. En gros, ces threads-là, ils vont solliciter le CPU à fond. Donc le pool de threads, là, il est assez limité en taille parce que vous n'allez pas balancer des dizaines ou des centaines d'opérations gourmandes en CPU en même temps. Sinon, elles vont toutes être super longues à s'exécuter. En général, il vaut mieux les exécuter l'une après l'autre, au moins pour commencer à recevoir des résultats un peu plus vite, quoi. Et puis vous avez notamment une librairie justement spéciale qui s'appelle RX Android qui vous apporte quelques suppléments à RX Java de base, parce que RX Java c'est pas spécifique à Android à la base, c'est un truc qui est pour tout le monde Java, donc vous pouvez l'utiliser sur de l'Android, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur du backend si vous voulez. Vous pouvez coder avec en Java ou en Kotlin comme vous voulez aussi, vu que là c'est une question de langage qui sont compatibles entre eux. Mais du coup, vous avez cette petite lib RX Android que vous pouvez rajouter dans vos applications qui vous permet, elle, de gérer l'accès à ce main thread, justement. Et là, vous allez en avoir besoin souvent, c'est pour la deuxième méthode qui est le observe on. Celle-là, elle dit, lorsque tu as des événements, voilà où je veux être notifié, sur quel thread. Et donc là, pareil, vous lui filez soit un thread, soit un pool. Lorsque vous voulez traiter vos données sur le thread principal, en général, vous allez lui filer le main thread Android pour pouvoir mettre à jour votre liste, par exemple, avec tout ce que vous avez chargé depuis votre appel réseau, ou alors mettre à jour la position de l'utilisateur sur une carte, par exemple, parce que vous avez reçu des nouvelles coordonnées GPS, ce genre de choses. Donc avec ces deux méthodes-là, vous allez pouvoir définir les deux états de votre observable. Où est-ce qu'il exécute son code et où est-ce qu'il me notifie. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple que la gestion avec les callbacks où vous lui filiez une méthode et puis après, ça sera appelé à un endroit et alors vous étiez obligé derrière de refaire un run en UI thread pour être sûr que vous reveniez bien sur le thread Android. Là, dès que vous créez votre observable, vous pouvez déjà paramétrer ça, où vont tourner vos différents événements et puis surtout, ça ne vient pas polluer le code qui a exécuté lui-même. C'est juste un opérateur qui va être mis à la suite des autres lorsque vous initialisez votre observable. Donc là, typiquement, si j'ai un observable qui fait un appel réseau, par exemple, je vais lui faire un subscribe on avec schedulers.io, donc le pool de thread qui est dédié vraiment à tout ce qui est entrée-sortie, et par contre, observe on derrière sur android schedulers.mainthread. Et après, lorsque j'ai fait ces deux méthodes-là, par contre, l'observable n'a toujours pas démarré. Il va falloir quand même faire le subscribe. Là, je vais juste paramétrer à l'avance où est-ce qu'il devra s'exécuter au moment où on le lancera. Et c'est le subscribe qui va démarrer le traitement. Voilà, avec ça, vous êtes déjà équipé pour commencer à créer des observables, récupérer le résultat qu'il vous donne et les traiter derrière. Alors si on s'arrêtait là, on dirait ça apporte pas grand chose par rapport finalement au truc que je vous ai présenté au début. Créer un observable, dire qu'il s'exécute dans un thread et il revient sur le main thread après, finalement la syntaxe elle faisait pareil. Où il est l'intérêt d'avoir du RX? L'intérêt il vient lorsqu'on commence à manipuler tous les opérateurs. Alors je vais pas tous les passer en revue, comme j'ai dit il y en a énormément. Je vais passer très très vite sur des catégories d'opérateurs qui existent et vous en citer certains des principaux. Je vais peut-être m'arrêter sur juste quelques-uns des principaux. Mais après, je vous encourage à aller regarder ce qui se trouve dans la doc ReactiveX justement pour voir tout ce que vous pouvez faire avec. Parce que c'est là que la magie de RX s'opère en fait. Parce que tous ces opérateurs, ils vont vous permettre de gérer votre code de manière assez fonctionnelle et vous allez retrouver notamment des opérateurs que certains connaissaient peut-être si vous avez joué avec l'API collection de Kotlin ou alors avec les streams en Java 8. Où en gros vous pouviez créer un pipeline et puis dessus appliquer des transformations, par exemple du map pour convertir vos données d'entrée dans un autre type, vous aviez des maps, des flat maps, des filters, tous ces trucs-là qui existaient, toutes ces méthodes-là qu'on avait sur les collections, on retrouve quasiment les mêmes déjà au niveau RX, puisque finalement les flux RX, c'est des collections asynchrones d'une certaine manière. Donc une première catégorie d'opérateurs qui est très utile, c'est justement l'opérateur de combinaison ou de transformation. Ça vous permet de transformer un flux d'entrée
en un flux de sortie, soit en intervenant directement sur chacun des événements qui sont déclenchés, chacun des données qui passent dans des événements next, soit carrément en faisant des opérations entre les flux eux-mêmes. Donc notamment, vous avez l'opérateur map, que vous connaissez peut-être avec les collections, mais qui s'applique aussi sur RX. Ça, c'est un opérateur de transformation, on va dire, le plus simple qui soit. Il prend un type d'objet en entrée, et il vous fournit un résultat dans un autre type. Donc c'est ce que j'ai illustré avec le petit schéma. Là, vous avez un certain type de planète en entrée, et bien il vous le transforme dans un autre type, mais en respectant les données d'entrée. Donc là, il préserve la couleur, c'est juste la forme qui a changé. Donc ça, c'est une opération de transformation qui est très pratique lorsque vous n'avez pas la main, par exemple, sur l'observable de départ. Par exemple, imaginons que vous faites votre appel réseau, et puis ce qui va ressortir de votre appel, c'est un objet assez complexe, mais vous avez besoin que d'un petit bout à l'intérieur de cet objet-là. Vous pouvez simplement faire un map derrière pour extraire juste la partie qui vous intéresse, et hop, votre observable d'objet compliqué s'est transformé en observable d'objet simple qui vous intéressait. Un autre opérateur dans ceux que j'ai cités là qui est super intéressant, c'est le flat map aussi. Alors si vous le connaissiez au niveau des collections, c'est quasiment identique au niveau des observables. En gros, là, au lieu de transformer votre objet d'un type A dans un type B, il va prendre une fonction qui transforme votre objet de type A en un observable de type B. Sauf que, et puis, tous ces observables-là qu'il crée, à partir de chacun de vos objets, il va les concaténer, il va les mélanger entre eux. Sauf que du coup, si on fait ça, on se retrouve avec un observable d'observable de type B, mais ça, c'est pas très pratique à manipuler, donc il remet tout ça à plat en un seul niveau. Et en fait, pour chaque événement que vous recevez sur votre observable d'entrée, vous déclenchez un nouveau flux, et puis tous ces flux que vous avez créés se retrouvent mergés, fusionnés en un seul flux final, qui regroupe tous ces événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc ça peut être très pratique, notamment lorsque vous faites les singles que je vous ai présenté au début, ce cas particulier d'observable qui n'a qu'un seul événement. C'est très pratique si votre observable il faisait un appel réseau par exemple, parce qu'en faisant des flat maps, vous pouvez lui faire enchaîner différents appels les uns derrière les autres. Vous faites appel numéro 1, .flatmap, l'observable qui fait l'appel numéro 2, .flatmap, l'observable qui fait un appel numéro 3, et là vous avez vos différents appels qui sont enchaînés les uns derrière les autres, et c'est beaucoup plus lisible que quand vous aviez vos callbacks, là, les imbriqués les uns à l'intérieur des autres, et puis vous retrouviez avec 15 niveaux d'indentation pour gérer tout ça. Là, au moins, vous avez tout remis à plat sur un seul niveau et vous avez simplement les appels qui se font les uns derrière les autres en prenant potentiellement aussi en entrée le résultat de l'appel précédent. Après, vous avez des variantes aussi, comme le switch map, il fait un peu la même chose, sauf que lui, dès qu'il reçoit un nouvel événement, il abandonne le flux précédent qu'il avait reçu. Vous avez combine latest, qui prend deux flux, puis il s'amuse à les combiner comme ça en prenant le dernier qui arrive. Le zip, il en prend deux, et puis il construit à chaque fois un objet en combinant les objets qui arrivent des deux flux à la fois. Donc vous avez un flux A, un flux B, à chaque fois que vous avez un événement qui arrive d'un côté et de l'autre, il vous construit un objet avec le A plus le B. Donc c'est vous qui donnez la méthode pour savoir comment ça va se combiner, mais ça peut être très pratique si vous avez des données qui arrivent de sources différentes, mais que vous êtes obligé de les réconcilier pour aboutir à un flux de données final. Donc là, le zip, vous reconnaissez, vous avez la même chose aussi qui existait avec les collections. Et l'avantage du zip sur du RX, c'est que vos flux, comme ils ne sont pas synchronisés entre eux, c'est RX lui-même qui va se charger d'attendre d'avoir une donnée de chaque côté pour pouvoir les combiner. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir de code qui bufferise d'un côté tout ce qui arrive sur le flux A, et puis quand il en a sur le flux B, il va piocher dans le buffer qu'il avait pour les recombiner, puis en fait le flux A, finalement, il finit par ralentir, et c'est le B qui prend la main, qui commence à être plus rapide. Tout ça, ça pourrait être galère à gérer si vous aviez vous-même à devoir lister vos deux flux, puis essayer de les synchroniser. Là, c'est l'opérateur qui fait ça tout seul. Lui, il a les deux en entrée, et puis après, au fur et à mesure qu'un arrive de chaque côté, il gère, quoi. Après, vous avez des opérateurs qui permettent de faire des sous-ensembles, des extraits de votre flux. Par exemple, take, vous lui dites je veux tant d'événements, et il va prendre sur votre observable le nombre d'événements que vous lui avez donné, puis quand il arrive au nombre donné, il s'arrête. Et il fait un dispose en fait de ce qu'il avait au-dessus. Et donc finalement, si vous aviez un observable infini, par exemple les coordonnées GPS de l'utilisateur, vous dites moi j'ai besoin que des 3 premières positions, après je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière, vous pouvez lui dire
take 3, hop, au bout de 3 positions, il arrête, il ne gère plus. Vous pouvez faire du filter, où là, vous lui donnez un prédicat appliqué dessus, et lorsque le prédicat est vrai, bah, du coup, il laisse passer l'événement. S'il est faux, bah, il laisse tomber. Donc ça vous permet facilement de trier. Si vous avez un observable un peu trop large et qu'il n'y a que certains événements qui vous intéressent, vous pouvez les filtrer comme ça. Vous avez du skip, last, first. Enfin, les noms sont assez explicites sur ce que ça fait, quoi. Ça saute des événements, ça attend les derniers, ça prend le premier. Distinct, ça vous permet aussi de faire de supprimer tous les doublons. Vous voyez, sample qui peut être intéressant, ça vous permet là de prélever des événements, mais en se basant sur par exemple des tics d'horloge. Mettons que vous avez un observable qui vous donne des tics, et puis un autre qui balance des données, mais un petit peu n'importe quand dans le temps. Ben, vous pouvez arriver à synchroniser les deux en disant, ben, moi, à chaque fois que j'ai un tic sur mon observable horloge, là, je veux savoir quelle est la dernière valeur qui a été produite, ou alors s'il n'y a pas eu de valeur dans l'intervalle, ben, il n'y a rien qui est déclenché. Après, bon, vous avez des opérateurs aussi mathématiques, je l'ai dit, donc par exemple faire des sommes, calculer le minimum, le maximum dans votre observable, calculer une moyenne, etc. Mais ce n'est pas limité aux observables de type numérique, parce qu'en fait, vous pouvez leur fournir à ces opérateurs-là une méthode qui permet de convertir votre objet quelconque en un type numérique, ou alors qui permet de faire une comparaison. Si vous avez des objets d'un type à vous, et que vous fournissez la méthode de comparaison, ben vous allez pouvoir calculer quel est l'objet minimum dans votre flux, par exemple. Donc là, vous avez des sum by, des average by qui permettent de fournir ces méthodes de transformation-là. Après, vous avez des opérateurs qui sont liés un petit peu à la manipulation de votre flux dans le temps. Donc par exemple, retarder le flux, ou alors éviter d'avoir des événements trop rapprochés. Donc, pour ça, vous avez des méthodes comme ça qui existent, le delay qui permet de retarder, le debounce qui permet d'éviter les événements trop rapprochés, vous avez du timeout pour dire si ça prend trop de temps pour avoir le prochain événement, je veux une exception. Et puis vous avez même certaines méthodes qui vous permettent de traiter lorsqu'il y a des erreurs. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez une erreur, votre flux il se termine. Mais parfois, vous voulez derrière que lorsqu'il y a une erreur, ne pas terminer le flux, mais au contraire lancer autre chose derrière. Et là, vous allez pouvoir, avec du catch, avec du on-error resume next, pour ceux qui ont fait du Visual Basic à l'époque, qui reconnaissent peut-être le nom. Vous avez du retry. En gros, vous avez des opérateurs qui vous permettent, lorsqu'il y a des erreurs qui se produisent, de redémarrer votre flux, ou alors en lancer un autre complètement différent, etc. Et de gérer ces cas particuliers. Et un dernier cas, alors que je cite que très vite fait, c'est pour faire ce qu'on appelle du multicast. En gros, ça va vous permettre de transformer votre observable froid en un observable chaud. Vous avez un observable que vous pouvez démarrer, mais vous voulez aussi qu'il y ait plusieurs observeurs qui puissent s'y abonner pour recevoir les données en même temps. Mais pour ça, vous avez un opérateur publish qui vous permet de faire ça, et puis vous avez certains opérateurs qui vous permettent aussi de piloter à quel moment l'observable va devoir démarrer du coup, parce que si c'est un observable froid qui avait besoin d'être lancé à la main, j'ai envie de dire, mais que derrière, vous dites, il y a plein d'observeurs qui peuvent s'y abonner, il faut bien savoir à quel moment il va devoir lancer son traitement. Vous avez soit la possibilité de le faire à la main, de dire, il y a une méthode connect qui permet de faire ça, mais vous avez aussi des autoconnect, des ref count qui permettent de dire, je veux que mon observable il tourne tant qu'il y a au moins un observeur qui est abonné, ou alors je veux qu'il attende qu'il y ait tant d'observeurs connectés pour démarrer, etc. Ces opérateurs-là vous permettent de faire toutes ces choses-là. Donc je suis allé très très vite sur tous ces opérateurs parce que le temps est limité ce soir. Donc j'arrive déjà à la conclusion de la présentation. Et il y a probablement deux questions que vous posez. C'est est-ce que, avec ce que je vous ai montré, ça vaut la peine que vous vous intéressiez à RX pour voir ce que c'est, voir comment ça marche? Là, la réponse est définitivement oui. Parce que pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est vraiment quelque chose de puissant qui permet de faire un grand nombre de choses d'une manière très... Alors, je ne sais pas si je dois dire facile, mais en tout cas qui vous apporte une certaine lisibilité dans votre code, une certaine maîtrise de ce que vous faites. Maintenant, est-ce que vous devez mettre du RX dans votre application? Là, la réponse, ça va être ça dépend. Parce que c'est vrai que le gros défaut des RX, c'est que ce n'est pas forcément très évident au premier abord. J'ai essayé de
de passer rapidement sur les concepts principaux, mais même avec ça, je pense que ceux qui n'y ont jamais touché, si vous vous lancez dedans, vous allez peiner un petit peu au début à trouver comment on gère tout ça. Et la courbe d'apprentissage d'Erix, au début, elle n'est pas forcément très évidente. Et c'est souvent pratique d'avoir quelqu'un qui a déjà touché pour pouvoir lui poser les questions et l'assommer de plein de questions au début, parce que c'est moins évident que d'autres API qui existent. Mais donc, si vous avez des cas d'usage qui sont vraiment très très simples, c'est peut-être pas la peine d'aller vous compliquer la vie à aller mettre des flux RX dedans. Notamment maintenant avec les coroutines qu'on a en Kotlin, ça peut probablement répondre à un grand nombre de cas déjà, de dire ben voilà, j'écris mon code de manière très linéaire sans me préoccuper de quel thread où il s'exécute, et j'ai simplement des appels à certains endroits pour dire que ça doit s'exécuter, basculer sur notre pool et puis revenir. Mais si vous avez des cas vraiment plus élaborés, où vous avez tous ces besoins de manipulation de vos threads, de synchronisation, de transformation, de composition, tout ça qui se présente, bah là, RX, ça peut être une très bonne solution pour vous. Nous, ça fait quelques mois maintenant qu'on s'y est mis à utiliser ça dans nos applis. Et j'avoue que moi, j'ai pas envie de revenir en arrière sur les solutions que j'utilisais avant, quoi. Le nombre de cas qu'on a pu traiter et sur lesquels on a pu simplifier notre code grâce à l'utilisation de RX, ben, justifiait largement le temps qu'on a passé à comprendre comment ça marchait et à chercher de quelle manière les transformer dans cette nouvelle façon de coder en fait. Donc voilà, RX c'est pas la réponse à tout, c'est pas une baguette magique qui va résoudre tous vos problèmes de synchronisation et tout. Mais ça vaut quand même le coup de se pencher dessus pour regarder comment ça marche. Et puis après, à vous de voir si ça va répondre à vos problématiques ou pas. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Du coup, pour utiliser dans Android, il vaut mieux utiliser RX Java plus RX Android ou c'est l'un ou l'autre? Alors, RX Android, c'est pas une version de RX Java, c'est juste quelques extensions, quelques fonctions supplémentaires qui te permettent de répondre à certains cas d'Android, notamment manipuler le thread principal. Parce que dans la lib RX Java de base, vu qu'elle ne connaît pas le monde Android, elle n'est pas typée pour une plateforme particulière, tu n'as pas dedans de notion de thread principal Android. Donc si tu veux accéder à ce thread-là, ben, la lib RX Android, tu la rajoutes en dépendance supplémentaire, en plus de RX Java. Ça fait une deuxième. Alors, RX Android, il n'y a pas énormément de choses dedans. Alors, je n'ai pas les tailles sous les yeux là pour te dire, mais RX Android, c'est très peu de choses. Hein, ça prend quelques kilos. RX Java, c'est un peu plus gros parce que c'est le cœur du truc, mais là, j'ai pas non plus regardé trop ce que ça prenait. Ça doit se chiffrer peut-être en centaines de kilooctets maximum, quoi. Je pense pas que ça dépasse. C'est pas des libs à 10 mégas, quoi. Hein. Non. RxJS, lui, il défonce tes perfs au niveau du garbage collector pour le moteur V8. Est-ce que tu as eu le temps de faire du profiling un peu pour RxJava, savoir s'il se met bien en adéquation avec la JVM? Alors, moi, j'ai pas fait de profiling dessus. Après, les retours que j'ai eu dans tout ce que j'ai lu en blog ou en doc, en général, étaient assez bons, à condition que tu maîtrises ce que tu fais avec tes threads. Donc, notamment, tes opérateurs, la subscribe on, qui te permettent de changer de thread. Il y a des fois où tu veux justement que ton thread s'exécute que ton opération s'exécute dans un thread en tâche de fond, mais en même temps, tu aimerais bien que ça se parallélise, que ce soit pas juste un thread qui prend la main et qui fait tout. Donc du coup, faut pas avoir... Tu es capable de faire des green threads derrière, tu tapes l'overhead et faire du switch de contexte. Là, j'ai pas été profilé pour voir exactement ce qu'il y a comme overhead à ce niveau-là, quoi. Mais par exemple, si tu veux rebalancer, que ton truc puisse bien se découper sur différents threads à l'intérieur du pool, là, tu peux avoir un flat map de plus qui arrive et qui dit de faire un subscribe sur ce pool. Après, c'est la gestion de pool de thread Java derrière qui a native, quoi. Ils n'ont rien réinventé de plus par-dessus, quoi. Ouais. Personnel, tu as mis combien de temps à peu près à maîtriser RxJava?
Alors maîtriser, c'est un bien grand mot, je ne sais même pas si je peux dire aujourd'hui que je maîtrise. Hein. Mais on va dire que avant que je fasse du code dont j'ai pas trop honte aujourd'hui en RxJava, il a dû me falloir quand même 2-3 mois au début de jouer avec et puis de m'habituer à la façon de le faire pour me dire que ah oui, maintenant ça y est, je commence à me sentir un petit peu à l'aise, même si je connaissais pas encore beaucoup d'opérateurs, mais au moins me sentir plus à l'aise avec la philosophie qu'il y a derrière. D'ailleurs, j'ai mis à la fin de ma presse des slides avec quelques liens, donc ceux qui voudront récupérer. Et notamment, là, j'ai mis certaines presses. Il y en a une par Jake Wharton qui est pas mal, qui reprend aussi les intérêts. Mais c'était dans la première des deux, là, par Anis Davis. Elle appelait ça RxJava en tout petit pas et elle montrait une courbe d'apprentissage. Elle disait, alors là, vous êtes au tout début de la courbe. La courbe, elle avait l'air un petit peu exponentielle. Et elle dit, moi, j'en suis là. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on peut découvrir dedans qu'en fait, on a toujours l'impression qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas dedans, quoi. Donc, notamment, ne serait-ce que ces opérateurs, parfois on se dit « Ah tiens, j'aurais besoin de ce cas particulier, bon, il va falloir que je code un truc qui fait ça. » Et puis, quand on creuse un peu ou qu'on pose la question à quelqu'un qui connaît mieux, il dit « Mais tu n'avais pas besoin de le faire. Il y a déjà un opérateur qui te permet de faire ce cas particulier-là. Regarde, c'est ça. » Et puis là, en une ligne ou deux, on a résolu le cas, quoi. Après, pour ceux qui ont déjà utilisé, par exemple, des patterns là, de promise et de futur, des trucs comme ça, vous allez retrouver un petit peu vos marques là-dedans. Donc, ça peut aussi faciliter la prise en main si vous avez déjà ce background-là. Pas d'autres questions? Ah. Pour faire des simples appels HTTP, il vaut mieux utiliser des observables froids. Oui, oui, pour un appel HTTP de base, oui, c'est un observable froid, oui, parce que en gros, tu prépares tout ce qu'il faut pour faire l'appel, et puis c'est au moment où tu t'y abonnes que ça déclenche l'appel et que tu récupères le résultat derrière, quoi. Après, si tu veux mettre en place, mettons, je sais pas moi, avoir un flux HTTP qui arrive, qui te balance des trucs, enfin, ce serait même pas un flux HTTP, ce serait plutôt un flux, on va dire, réseau continu. Peut-être que là, tu peux avoir plus un observable chaud derrière. Mais un observable chaud, en général, c'est plus quelque chose comme des événements utilisateurs, par exemple des clics. C'est pas toi qui dis, voilà, je veux un clic. C'est quand l'utilisateur a décidé qu'il allait cliquer, il appuie sur le bouton et ça déclenche l'événement. Ceux qui sont là pour récupérer l'événement à ce moment-là, ils en profitent. Ceux qui n'étaient pas abonnés, ils le ratent. Ou alors, par exemple, le résultat des capteurs de ton téléphone, de la position GPS, ce genre de choses-là. Là, c'est pas lié à un traitement que tu déclenches quand tu veux, quoi. Tu le prends quand ça arrive, tu n'as pas la main dessus. Donc ça, typiquement, c'est des vrais observables chauds. Ok, merci. Voilà. C'est bon? Plus d'autres questions? Eh bien, merci.